tous et voilà, très heureux de vous accueillir sur ce webinaire mixte, hein, puisque aujourd'hui on est dans école Unilassal à Amiens, devant des élèves en école d'ingénieur en 5e année sur l'énergie du bâtiment vivant. Donc voilà, je vous ai présenté le sommaire, malheureusement vous ne l'avez pas entendu, une présentation de la part de l'AICVF, la T2E, présentation des différents intervenants aujourd'hui, les calendriers du décret BAX et du décret tertiaire. On parlera des différentes classes de GTB, comment répondre aux obligations des décrets, notamment l'audit énergétique, rentrer les valeurs sur Opérate, les dates et les obligations du décret BAX. Ensuite, je vous présenterai le groupe Lacroix et plus précisément l'entreprise Lacroix Environnement, à laquelle moi j'appartiens, qui fabrique de l'automate de chaufferie. Donc, je vous parlerai d'automate de chaufferie, le raccordement sur cette automate et la connexion à distance. Une partie qui sera plus dédiée à la régulation terminale avec Thermozyklus, qui nous expliquera ce que c'est la régulation terminale avec quelques exemples, les remontées de données directement sur Opérate, atteindre ses objectifs grâce à la certification EBAC. Et une troisième partie présentée par Jonathan Lanez, qui est conseiller en sobriété énergétique, qui nous parlera plus précisément de sa société Sobraine, bien sûr, mais aussi des classes, de GTB et les outils qui permettent de déterminer ces classes. Il nous parlera aussi de la norme NF 5220 qui permet de déterminer ces classes et nous parlera des primes C2E. Voilà pour cette partie. Donc, on peut commencer. Je n'arrive pas à faire défiler par ici. Hop. Voilà. Donc, je laisse. On a la chance d'avoir Pascal Crépin, qui est président de l'AICVF Hauts-de-France. Donc, Pascal, écoute, je te laisse la parole pour nous présenter ton association. Merci Geoffrey, merci à tous d'être présents pour cette présentation sur le décret BAX et décret tertiaire. L'AICVF, c'est une association, donc l'association des ingénieurs et techniciens en climatique, ventilation et froid. C'est une association qui est très ancienne, hein, qui a plus de 100 ans et aujourd'hui qui réalise à peu près sur 17 groupes régionaux, à peu près 70 réunions par an, réunions techniques, qui ont pour vocation justement d'améliorer les compétences suite à l'évolution des réglementations dans notre métier, dans le métier du génie climatique. Donc, c'est en effet un tremplin pour la carrière dans le génie climatique. Ça vous permet en effet de rester bien connecté sur les évolutions réglementaires. Donc, c'est aujourd'hui 2000 adhérents, hein. Vous pouvez bien sûr adhérer à l'AICVF. On est composé en effet d'ingénieurs, techniciens, bureaux d'études, industriels, installateurs, exploitants, chercheurs, enseignants, également le monde des architectes. Voilà, donc en effet, on essaye de réunir tous les gens qui tournent autour du bâtiment, aussi bien dans le tertiaire que l'industrie, pour justement relever les défis d'aujourd'hui, c'est-à-dire donc baisser le carbone et améliorer surtout l'efficacité énergétique des systèmes. Donc, l'AICVF travaille en effet avec des actions concrètes. On a des outils spécifiques qui ont été développés au niveau national, hein, qui sont par exemple des guides techniques de référence, des mallettes pédagogiques pour la RE 2020 par exemple. Nous avons également une revue CVC et ainsi qu'une newsletter que vous pouvez lire et recevoir si vous êtes membre. L'AICVF contribue à l'écriture de recommandations professionnelles, voilà, pour l'efficacité énergétique, entre autres. Voilà. Et tous les ans, on a un concours jeune, Bac+2, Bac+3, et un autre concours, prix Roger Cadlergue, pour les écoles d'ingénieurs. Voilà. Et également, on a un concours de l'innovation. Donc, voilà. Donc, en effet, l'AICVF contribue au développement scientifique et technique et technologique dans les métiers du génie climatique. Voilà. L'AICVF est également membre d'une autre association européenne qui s'appelle le REVA et une autre association américaine qui est la HRAE. Voilà. Donc, dans la diapo suivante, on vous présente en effet le magazine CVC.
qui permet en effet qui est très riche en effet en articles sur justement des points spécifiques comme celui-ci sur l'économie circulaire dans le génie climatique. Quels sont les enjeux? Bien sûr, il y a des articles sur la RE 2020, sur le décret BACS, décret tertiaire, voilà, les nouvelles technologies, la géothermie, les pompes à chaleur. Voilà, donc tout ce qui se fait, tout ce qui se développe dans le métier. Ouais, si vous voulez. Également, donc on a, comme j'ai expliqué, deux concours. Un concours Roger Cadiergue qui lui est dédié à la partie école d'ingénieurs, hein, qui se base sur un jury qui va évaluer selon l'examen de fin d'année. Enfin, c'est un projet pardon, école d'ingénieurs, voilà, qui est fait tous les ans. Et puis un deuxième concours qui est donc le concours Bac+2, Bac+3, qui lui, cette année, a été fait sur Paris avec un partenaire différent tous les ans. Et cette année, c'était donc Weissoft. Voilà. Donc, dans la diapo suivante, vous pourrez retrouver donc l'équipe des Hauts-de-France de la ICVF. La ICVF dans les Hauts-de-France, enfin dans toutes les régions, sont des bénévoles qui sont passionnés par ce métier. Donc là, on est une équipe de 10 personnes spécialisées et on se retrouve une fois par mois pour faire vivre l'association et surtout créer des événements comme celui d'aujourd'hui. Voilà. Et pour terminer, donc sur la dernière diapo qui me concerne, donc les différents partenaires, parce qu'une association vit grâce à des partenaires. Voilà, donc on a des partenaires qui viennent un peu de tous horizons. Vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça. Hein. Donc en effet, on a des fournisseurs d'énergie, des industriels, voilà, qui travaillent sur les générateurs, sur les émetteurs ou sur la régulation. Voilà. Écoutez, je passe la main maintenant à notre partenaire également sur ce webinaire qui est l'AT2E, qui va vous présenter l'AT2E. Merci à tous. Reprendre le fil, désolé, et pour donc présenter l'AT2E, c'est une association nationale qui est divisée par délégation régionale. Donc ici, on représente la délégation Hauts-de-France. Et au niveau du contenu, c'est divisé en deux pôles, le pôle efficacité énergétique et le pôle énergie renouvelable. Le pôle énergie renouvelable, en fait, regroupe différents clubs que vous connaissez peut-être, qui sont listés sur cette diapo. Et la partie efficacité énergétique regroupe d'autres clubs, notamment peut-être ce qui est plus connu avec les certificats d'économie d'énergie. Et donc travaille sur différents programmes que je vais laisser présenter rapidement Rémi. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, au siège, une quarantaine de personnes, hein, le siège étant à La Défense. Et en région, donc moi, j'assure la vice-présidence pour les Hauts-de-France. Donc, le niveau national, donc il y a plusieurs programmes qui sont réalisés en partenariat avec l'ADEME dans tout le domaine de l'industrie. Ça s'appelle Pacte Industrie. Hein, donc, il y a 3 volets à chaque fois. Ce sont des formations, actions et financements. Donc, pour les acteurs du monde des économies d'énergie, ça s'appelle ProRefei, donc ça permet d'accompagner, de former des référents énergie, les responsables énergie dans le domaine industriel. Ensuite, il y a un autre programme qui s'appelle ProSMN qui permet de financer l'acquisition, la mise en place donc, de la norme 50001, hein, donc la norme environnementale, sachant que la T2E va s'intéresser à l'environnement dès l'instant où ça a un lien avec l'énergie. Donc, c'est vraiment centré sur l'énergie, mais dans tous ces aspects. Ensuite, il y a un programme donc, qui est destiné, là, qui est piloté plutôt par l'ADEME, qui est donc l'accompagnement des chefs d'entreprise pour toute la stratégie bas carbone, la stratégie donc d'économie d'énergie, et enfin un volet qui est destiné au financement, hein, parce que comment est-ce qu'on va financer la stratégie bas carbone, les économies d'énergie et les retours sur investissement. Là, c'est destiné donc au directeur financier. Ça, c'est pour l'aspect donc industrie. Concernant le bâtiment, donc la T2E maintenant pilote le programme, même s'il y a des opérateurs derrière, pilote le programme donc FIBAT, hein, qui est destiné à tout le monde du bâtiment, à la fois donc les bureaux d'études, les architectes, les enseignants, bien entendu, les entreprises grosses et petites.
Et un autre programme s'appelle Oscar, qui est destiné donc là à permettre aux entreprises du bâtiment de prendre en compte et de bénéficier des aides de l'ANA et en particulier des C2E. Concernant la région, donc là pour le diapo suivante, là, ça marche, voilà. Donc très rapidement, on reprend, hein, je ne vais pas vous commenter tous les aspects, donc on reprend les valeurs qui sont de diffusion de l'information, d'indépendance par rapport aux différents fabricants. Hein, donc c'est les valeurs de la T2E nationale qui sont reprises au niveau régional et avec donc des missions qui sont là de décliner ce qui se fait au niveau national, mais avec des spécificités régionales. Par exemple, nous allons faire bientôt une journée technique sur le traitement de l'eau. Alors, on fait tout ça, on va faire aussi quelque chose sur le numérique, hein, l'utilisation du numérique dans les énergies, les économies d'énergie. Nous faisons ça avec l'environnement, avec l'écosystème. Donc, une fois, ça va être la ICVF qui va être plus le pilote, une fois, ça va être la T2E, une fois, ça va être Pôle Énergie, nous travaillons aussi avec les T2E, enfin, tout l'écosystème au niveau régional. Donc voilà, les journées se font essentiellement, si possible, chez des partenaires, donc soit des entreprises, soit des collectivités, qui permettent aussi de montrer des exemples, des réalisations et les gains que ça peut représenter, mais aussi les difficultés. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps sur la T2E parce que là, il y a Geoffrey qui est impatient de nous parler, de rentrer dans le concret. Merci. Merci beaucoup, merci Rémi, merci Aurore, merci pour la présentation. On est désolé pour le contretemps technique et on va essayer de rattraper un peu le temps. Donc voilà, les différents intervenants, donc moi-même sur la partie GTB, donc responsable prescription chez la Croix-Sofrel, donc la Croix-Sofrel sur des systèmes de GTB, mais pas que, sur également des sondes IoT, mais aussi des systèmes de supervision. Ensuite, deuxième intervenant, ce sera Frédéric Sobotka, société Thermosi Plus, directeur commercial de la société, qui nous parlera de régulation terminale. Et troisième intervenant, Sobren, une société en conseil de sobriété énergétique avec son cofondateur Jonathan Lanez. Donc, on rentre dans le vif du sujet avec le site Opérate. Le site Opérate qui a été mis en place par l'ADEME et qui est destiné aux propriétaires de bâtiments de plus de 1000 m². En effet, depuis 2020, hein, les propriétaires de bâtiments de plus de 1000 m² sont censés déclarer leurs bâtiments sur cette plateforme. Et donc voilà, s'ils ne le font pas, ils sont soumis donc à une amende, alors qui peut varier, 1 500 € à 7 500 € en fonction si c'est une personne physique ou une personne morale, mais surtout, il y a une liste name and shame qui va être diffusée au grand public sur justement telle entreprise qui n'a pas déclaré son bâtiment. Alors, comment se présente cette déclaration sur Opérate? Là, voilà, vous avez un exemple. Alors, j'ai pris un exemple de la société La Croix-Sofrel, qui est basée dans le 35 à Verne-sur-Sèche, où on va choisir une année de consommation entre 2010 et 2019 et indiquer le type de bâtiment tertiaire que vous avez, en l'occurrence là des bureaux, la zone climatique, et mettre cette consommation de référence de l'année choisie. Et on devra s'engager à diminuer ces consommations de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. Donc là, les objectifs, vous les voyez sur les lignes du dessous, les objectifs à atteindre. À noter qu'il y a une valeur CABS. La valeur CABS, c'est le seuil pour ce type de bâtiment. C'est-à-dire qu'en effet, une personne qui a construit un bâtiment entre 2015 et 2018, qui a fait l'effort de faire du BBC, ne sera pas soumis à la même contrainte de diminution des énergies. Une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'on a donc rentré ces valeurs sur le logiciel Opérate et qu'on a les valeurs à atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut donc faire un audit énergétique de son bâtiment. Alors, notamment, les personnes les plus aptes à faire cet audit énergétique, c'est les bureaux d'études thermiques. Le bureau d'études thermiques va
faire un audit du bâtiment et donner des conseils sur des solutions pour baisser ses consommations. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Des fois, ce n'est pas onéreux du tout. Par exemple, un bâtiment où on a des chaudières qui sont relativement récentes, où on va travailler avec une température constante, mais on pourra conseiller aux propriétaires de travailler plutôt, de mettre ces chaudières pour qu'elles fonctionnent sur une loi d'eau, ce qui va permettre de diminuer l'énergie. Quand on a une différence de température entre différents étages, bah là, on peut préconiser un désembouage du réseau, ce qui n'est pas non plus très onéreux. Si on a une occupation variable des locaux, on pourra préconiser un système de zoning, comme nous en parlera tout à l'heure Frédéric avec Thermozyklus. Quand on a de la climatisation par split qui a été posée au fil de l'eau dans différentes pièces, et ben là, on préconisera de mettre un système centralisé. L'avantage du système centralisé, c'est qu'on aura un COP. COP, vous connaissez tous ce que c'est, coefficient de performance de la pompe à chaleur, qui est un coefficient multiplicateur qui permet d'avoir d'énergie gratuite, si je puis dire. Donc, on aura un COP plus élevé. Pareil pour des centrales de traitement d'air, on pourra raccorder ces centrales de traitement d'air à la GTB, mettre des sondes IoT, par exemple, pour détecter le saut de ppm et avoir un débit variable de ces centrales de traitement d'air en fonction du taux de CO2 qu'on peut avoir. Pareil sur l'éclairage, si on a du tube fluo, on orientera sur de la LED à détection ou à sonde crépusculaire. Donc, une fois que le bureau d'études a fait ce boulot-là, ce boulot d'analyse, il va proposer un programme avec différents niveaux technico-économiques à atteindre. Donc là, vous en voyez, on a par exemple 3 niveaux qui sont de prix bien sûr différents. Un premier scénario avec une économie de 20%, deuxième de 40%, troisième de 60%, pardon, je ne voyais pas bien. Et donc voilà, les tarifs, bien sûr, sont très différents, mais il y aura des solutions pour financer ce type de travaux. Alors, Jonathan nous en parlera un peu plus tout à l'heure de cette partie-là, notamment des C2E, mais aussi le prêt éco-énergie ou des aides, pour la transition écologique des entreprises. Et aussi, par exemple, pour notre région, dans les Hauts-de-France, on a le Pass Rénov qui marche également pour le petit tertiaire. Voilà, donc là, je vous ai parlé de la partie décret tertiaire, les objectifs qui ont été mis en place pour le décret tertiaire. Maintenant, je vais vous parler du décret BACS. Alors, le décret BACS, c'est un autre décret qui vient en complément du décret tertiaire, qui, lui, pour le coup, n'est pas un décret français, mais un décret européen. Donc là aussi, est mis en place depuis le 20 juillet 2020. C'est un décret, donc, qui veut dire Building Automation Control System. Il vient en effet en complément du décret tertiaire et il impose de mettre des systèmes de GTB dans les bâtiments. Alors, ces systèmes de GTB doivent être un levier pour faire des économies d'énergie et notamment être un levier pour atteindre le niveau prévu du décret BACS. Donc, l'intérêt de mettre des systèmes de GTB, c'est faire du monitoring, c'est-à-dire d'avoir de la remontée d'informations, du suivi énergétique, de l'enregistrement de données et aussi d'ajustement en temps réel, c'est-à-dire qu'on va éviter de demander à l'exploitant de se déplacer sur site, mais plutôt de modifier certains points à distance et éviter ces déplacements. Voilà, le décret BACS va jusque-là. Donc, qui est concerné par le décret BACS? Donc, le décret BACS, là, encore une fois, et c'est là où je dis que le décret BACS va au-delà du décret tertiaire, puisque ce sera tous les bâtiments supérieurs à 70 kg. Donc, en effet, tout à l'heure, je vous parlais de bâtiments supérieurs à 1000 m². Là, on peut très bien avoir des bâtiments inférieurs de 500 m² avec une puissance de chaufferie de 70 kg. Quand je dis une puissance de chaufferie, c'est le cumul de tous les générateurs, c'est-à-dire que ce soit de la chaudière, que ce soit de la pompe à chaleur, chaud ou froid, tout ça est cumulé. Donc, il se peut qu'on ait en effet un bâtiment de 500 m², pas soumis au décret tertiaire, mais soumis au décret BACS. Donc, le système de GTB, lui, va venir contrôler le chauffage, la production d'eau chaude, il va contrôler aussi également l'éclairage. Alors, quelques exceptions toutefois, quand on arrivera à prouver que ce bâtiment a un ROI, un retour sur investissement, qui sera supérieur à 10 ans, et bien là, on ne sera pas obligé d'installer ce type de produit. Je vous mettais un exemple aussi
il y a une illustration assez marrante. En effet, dans un bâtiment historique, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir atteindre des seuils d'économie d'énergie. Donc, les dates sur ce décret Bax. Donc, sur la partie bleue, vous voyez tout ce qui est pour le bâtiment neuf, tout ce qui est sur la partie rouge, tout ce qui est pour le bâtiment existant. Donc, dans le bâtiment neuf, je ne vous parle pas de la première date qui était du 21 juillet 2021, puisqu'elle a été remplacée désormais depuis peu par le 8 avril 2024, qui impose dans les bâtiments existants de mettre une GTB pour tous les bâtiments supérieurs à 70 kg. On a des dates qui sont un peu plus lointaines pour les bâtiments existants, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2025, tous les bâtiments de 290 kg devront être équipés d'un système de GTB, et à partir du 1er janvier 2027, tous les bâtiments supérieurs à 70 kg. D'accord? Donc, il y a un programme pour l'existant à mettre en place. Et également, ce qu'il faut noter, c'est qu'il devra y avoir une inspection périodique de ces installations qui devra être faite tous les 2 à 5 ans pour vérifier l'étalonnage et le bon fonctionnement de ce système de GTB. Je me dépêche. Alors, pour mettre en place dans l'existant ce système de GTB, vous avez des C2E, certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, c'est les obligés, les gens qui polluent plus, qui vont donner des certificats d'économie d'énergie pour justement faire des économies d'énergie dans les bâtiments. Donc, en ce moment, les C2E, pour la GTB, sont doublés, ce qui fait que même si on a une échéance à 2027 ou 2025 pour les bâtiments existants, beaucoup de propriétaires aujourd'hui font l'effort d'installer ces systèmes de GTB parce qu'on a des C2E qui permettent de justement aider à l'installation de ce type d'installation. Alors toutefois, attention, pour avoir recours au C2E, il faudra que le fabricant de GTB réponde à la BAT TH 116, c'est-à-dire qu'il soit en possession de ce certificat pour avoir les C2E, mais également avoir une GTB de classe A ou B, puisqu'il y a 4 classes sur les systèmes de GTB, A, B, C et D, et ne sont concernés par les C2E que les classes A et B. Mais là, je ne vous en dis pas plus, parce que ce sera Jonathan qui va vous en parler de façon plus détaillée par la suite. Je passe sur la partie donc Lacroix Sofrel. Donc vous présentez le groupe Lacroix, donc société à laquelle j'appartiens. Le groupe Lacroix, c'est un groupe familial qui est détenu par une famille qui s'appelle la famille Bédouin, qui fait 761 millions d'euros avec 5100 collaborateurs. On est présent dans 13 pays. 3 grosses activités, les losanges que vous pouvez voir de différentes couleurs. Tout d'abord le bleu, la partie de l'agroélectronique. Donc là, sur l'Europe, nous, on a une usine de 19 000 m² qui est basée à Beaupro, dans le 49, Maine-et-Loire, où on a 500 salariés à l'intérieur qui fabriquent de la platine électronique. Donc, on fabrique de la platine électronique pour beaucoup de monde, pour l'industrie automobile, pour l'aéronautique, pour l'industrie, pour la santé, mais également, c'est eux qui fabriquent nos systèmes de GTB. Une deuxième activité du groupe qui est Lacroix City. Donc ça, c'est tout ce qui est système d'intelligence dans la ville, notamment sur tout ce qui est autoroute, les portiques de comptage de camions, les feux à détection que vous pouvez voir dans les différentes villes et villages, les panneaux à annonce variable. Voilà, donc ça, c'est pour la partie Lacroix City. Et la dernière partie, Lacroix Environnement, donc l'entreprise à laquelle j'appartiens, qui, elle, commercialise des automates, sondes IoT, systèmes de supervision pour l'eau potable, l'eau assainie, mais aussi pour le Smart Grill et le HVAC ou CVC, la partie qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, comment fonctionnent nos systèmes ? Deux systèmes possibles. Donc là, vous voyez des automates qui sont placés donc sur une partie orangée et sur une partie verte. Donc la partie orangée, des automates prévus pour les sous-stations. D'accord? Donc là, on a par exemple un automate qui va être placé dans un RCU, réseau de chaleur urbain. D'accord? Donc une grosse chaufferie. Donc cet automate sera placé en mètres.
et va commander des automates esclaves qui seront passés en sous-station. Ces automates vont communiquer entre eux grâce à notre produit qui est équipé d'un modem à l'intérieur, d'accord, et communiquer donc un service d'astreinte s'il y a lieu de prévenir un service d'astreinte ou un système de supervision avec un superviseur pour pouvoir agir de façon montante et descendante, c'est-à-dire recevoir de l'information, mais aussi corriger ces informations. Deuxième partie, la partie verte, donc là, des automates de chaufferie, donc là, je vous ai mis quelques exemples de bâtiments dans lesquels on intervient, bâtiments éducatifs, municipaux, sportifs, administratifs, collectifs, aux flottes solaires ou sanitaires. Et donc, ces automates équipés vont être connectés par le modem, par une liaison IP, par une petite carte SIM qui va permettre de communiquer sur le réseau GSM 4G, 3G ou 4G. Okay, et de la même manière, remonter les informations sur le superviseur. Voilà l'automate de chaufferie plus en détail. Donc là, vous le voyez dans sa configuration un peu plus complète avec des cartes d'extension. Donc la partie gauche, vous voyez qui s'opprenne, c'est la partie modem. Donc là-dessus, vous avez une alimentation de courroux, une liaison IP qui peut se faire par le dessous, pour une liaison Internet ou Ethernet. Et également, quand vous soulevez le petit capot, possibilité de mettre une carte SIM si jamais vous n'avez pas accès à ces réseaux. Donc là-dessus, on va connecter toutes les sondes de température extérieure, manque d'eau, 23 voies, tout ce qui est pompe de chauffage, éclairage. On va connecter tout ce qui est matériel qui fonctionne en mode bus, chaudière, le traitement d'air, des pompes, des pompes à chaleur. On connectera sur une carte en façade, la RS 485, des comptages de calories en M-Bus également, et tout ce qui est système de comptage, gaz, eau, le compteur liquide qu'on peut raccorder aussi directement en façade. Nos sondes, tout à l'heure, je vous parlais des sondes IoT, sondes radio qui vont être placées dans différents points du bâtiment. Via une petite gateway, on pourra les raccorder sur notre automate et commander, par exemple, de surventiler parce qu'on a un taux de ppm qui est trop élevé. Une tablette de façade qui va permettre à l'exploitant, quand il sera sur site, de commander cette partie-là, et aussi communiquer sur le superviseur ou sur le service d'astreinte, à nous fait que notre automate est certifié par l'ANSSI sur la cybersécurité, ce qui fait qu'on a un grand succès auprès des collectivités notamment, puisque on est un des seuls fabricants à être certifié par l'ANSSI. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a installé notre automate en chaufferie, on va avoir un intégrateur, un automaticien qui va venir paramétrer l'automate, lui dire voilà, sur l'entrée 1, tu as une sonde de température, sur telle entrée, tu commandes une 23 voies. Voilà, l'intégrateur va réaliser ce travail, même si chez nous, c'est un travail qui est relativement simple, puisque notre automate est équipé d'une smart template qui va permettre de venir chercher certains scénarios pour faciliter la vie de l'intégrateur. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir à distance. Alors, j'espère que ça va marcher. Et j'espère que vous allez voir. Voilà. Ah non, ça ne marche pas. Est-ce que Aurore, tu peux... Oui, si on peut changer la page juste une seconde et puis après y revenir, j'espère que ça ne va pas... Donc, je partage ça. Ouais, partage écran. Hop. Est-ce que c'est... Tu me dis quand c'est bon? Non? Ça se fait. On vous demande une petite seconde de patience. Ça va marcher. L'écran. Ouais. Ça sera mieux. Voilà. C'est bon? OK. Donc, une fois qu'on a réalisé ce travail en chaufferie, on va pouvoir se connecter à distance sur une adresse HTML5, sur un ordinateur quelconque. Alors là, vous ne l'avez pas vu, mais je me suis logué avec identifiant mot de passe, bien sûr, pour la cybersécurité. Et on va pouvoir venir... Alors, je ne vois pas ma souris. Ah, ça va arriver.
Ah si, ça me regardait à l'écran. Voilà, on va pouvoir donc se connecter à distance. Ah bah, et voilà, bon, ça ne se voit pas là, mais ça se voit. On va pouvoir se connecter à distance sur la chaufferie, venir modifier certaines valeurs. Par exemple, ici, sur la courbe de chauffe, je vais pouvoir venir modifier des valeurs, d'accord? Je vais pouvoir aussi, par exemple, modifier des valeurs d'eau chaude sanitaire. Voilà, par exemple, ici, passer à 60 degrés. Je peux regarder, j'ai tous les éléments de comptage. Là, par exemple, mon compteur de gaz. Je peux également ici regarder toutes mes alarmes. Quand est-ce que j'ai eu une alarme, par qui elle a été acquittée, comment elle a été acquittée, pourquoi elle a été acquittée, et ici tous les éléments où je peux agir à distance. Par exemple, en ce moment, j'ai ma chaudière 1 qui marche. Bah, si je veux la mettre en arrêt parce que j'ai un problème quelconque sur la 1, je peux très bien mettre la 2. Je peux également regarder, par exemple, des sondes de température. Voilà, donc là, sonde de température, circuit 1 et 2 et sur circuit primaire. Je peux visualiser ce qui s'est passé. Pardon ? Oui, oui, je peux très bien visualiser ce qui s'est passé dans le temps et aller voir bah, justement, par exemple, ici, le 10-04, pourquoi j'ai eu une variation de température à cette période-là, à 4 heures du matin, et pouvoir faire corriger ce type de choses. Voilà, encore plein d'autres choses possibles à faire, modifier des plannings à distance. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous présenter toute cette partie-là. Je vous remercie de votre attention. Je laisse la place donc désormais à Frédéric qui va vous parler, lui, de régulation terminale. En effet, nous, en chaufferie, on va réguler des départs. Oui, si tu peux remettre le PPT. Nous, en chaufferie, on va réguler les départs, d'accord? Okay. Et on a possibilité d'affiner ensuite avec de la régulation terminale en pièce par pièce. Merci de votre attention. Bien. Présentateur, en fait. C'est bon. Voilà, enfin, là, on n'a pas en mode présentation. Mais... Oui, je vais le mettre. Voilà, tu mets en mode présentation. Bon. Oh, tac, ici. Ah, c'est bon. Voilà. C'est bon. OK. Bon, merci à tous. Alors, je vais essayer d'être synthétique, hein, vous l'avez compris, on est sur un format un petit peu original aujourd'hui, un webinaire à la fois présentiel et distanciel, donc il nous a créé quelques petits soucis. Donc, pour être dans la continuité avec Geoffrey, Geoffrey a expliqué la partie automate de chaufferie pour pouvoir répondre à la fois au décret BACS et au décret tertiaire. Aujourd'hui, l'idée était de vous présenter aussi des solutions faciles, justement, ou simples, si ce n'est facile, simples en tout cas, pour essayer d'aller atteindre ces objectifs. Je rappelle, les objectifs du décret tertiaire, c'est 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Donc, et 2030, c'est demain. Donc, dans la continuité, une solution qui est disponible, c'est des solutions de zoning, autrement dit, de régulation terminale ou régulation pièce par pièce. Alors, un petit mot par rapport à notre entreprise Thermozyklus. Donc, c'est une entreprise qui est allemande. Je vais faire très vite, mais il y a un point qui me semble important à évoquer. Nos dirigeants viennent tous de l'industrie, viennent tous du monde industriel. Dans l'industrie, vous savez que on travaille dans la qualité et surtout avec de la précision. Et il y a 20 ans, quand ils ont créé l'entreprise, ils sont venus avec ils ont eu la bonne idée de venir avec ces bonnes habitudes et de créer des produits qui soient extrêmement précis. Pourquoi je parle de ça? La précision, c'est le premier ou la première source d'économie d'énergie. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ça, c'est un point qui me semble extrêmement important. Aujourd'hui, on doit aller chercher des pourcentages d'économie d'énergie qui sont assez importants. Évidemment, la précision a un rôle à jouer. Bon. Alors, la régulation terminale, c'est quoi? Alors, de façon très simple, chez nous en tout cas, c'est un système. Un système, c'est différents composants.
On a un concentrateur. Imaginez ici votre université. Donc, on a vu, il y a de la CTA, il y a des radiateurs, il y a des panneaux rayonnants, etc. Le bâtiment est supposé répondre au décret tertiaire et au décret BACS. L'idée, c'est d'avoir un concentrateur, par exemple, qui va être en capacité de dialoguer directement avec l'automate de Geoffrey. Chez nous, c'est une communication qui se fait directement. Le décret BACS, si vous voulez, vous avez plusieurs niveaux de classe, comme Jonathan va pouvoir l'expliquer après. Si vous voulez être notamment en classe énergétique A, donc la meilleure note, on vous demande, pour respecter cette classe, d'avoir un système de pilotage pièce par pièce. Donc, chacune des pièces doit être pilotée indépendamment. Donc, ça veut dire que dans notre écosystème, on a évidemment des capteurs, filaires ou sans fil, hein, tout existe, qui vont venir mesurer à minima la température dans chacune des différentes zones. Et puis, bien entendu, après, on a des actionneurs. Si on a des radiateurs, ici, par exemple, des têtes connectées. Alors, en image, on retrouve exactement ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire vous avez votre concentrateur, notre concentrateur ici qui est la centrale, c'est l'intelligence pour l'ensemble du bâtiment, qui est en com direct avec l'automate. Ça, c'est un point qui est très important, hein. On ne passe pas par des clouds ou des serveurs pour redescendre l'information. On est en com direct avec l'automate pour des questions de sécurité évidentes. Et puis ensuite, vous avez votre première pièce. Et dans notre première pièce, dans notre première zone que l'on doit piloter, donc comme je vous ai dit, à minima, on va avoir une sonde de température. On peut mesurer la température, l'hygrométrie, le CO2, etc. Et ensuite, on va avoir différents types d'actionneurs. J'ai fait une petite sélection ici. Des têtes connectées pour piloter des radiateurs, des boîtiers de commande pour piloter des aérothermes, du radiateur électrique, etc., etc. Donc, la régulation terminale, c'est aussi simple que ça. OK ? Alors, le décret tertiaire vous demande aussi de justifier, et c'est ça qui est intéressant, de justifier de vos économies d'énergie. Geoffrey a expliqué tout à l'heure, a déjà parlé de la plateforme Opérate. Là, il faut savoir que, justement, pour rester dans la simplicité, on peut aussi vous accompagner avec une plateforme, Semlink, qui, elle, va être capable, alors, de monter toutes les données de la régulation terminale pour pouvoir faire du monitoring, du suivi, créer des alarmes, mais va aussi pouvoir se connecter aux différents compteurs du bâtiment pour pouvoir remonter automatiquement les informations de comptage sur la plateforme Opérate. Vous savez comme Geoffrey l'a expliqué, on doit justifier de nos 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Si à partir de 2030, les économies n'ont pas été justifiées, il y aura des pénalités. Toujours pour atteindre les objectifs, alors quelques chiffres que je voulais à nouveau pointer. Bon, les 40% d'ici 2030, hein, on l'a dit, c'est demain, donc il ne faut pas perdre de temps. Un autre chiffre, c'est la part du chauffage, la part de consommation de chauffage dans les bâtiments tertiaires, en moyenne, c'est 47%. Donc ça veut dire que le chauffage représente une part de la consommation qui est très importante dans le bâtiment. Donc venir évidemment avec des solutions techniques pour travailler sur la partie chauffage va vous permettre d'aller chercher déjà un maximum d'économies. Pour information aussi, la régulation terminale vous permet d'aller chercher 15 à 25% d'économie d'énergie. Donc c'est quelque chose qui est relativement conséquent. L'intérêt, c'est que, vous l'avez vu, ce sont des solutions qui sont simples à mettre en œuvre. Il existe des solutions sans fil qui peuvent être intégrées, installées dans des bâtiments même occupés. On n'a pas besoin de venir repenser le bâtiment dans son ensemble. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de la régulation de zone. Bon. Comment, vous allez me dire, comment est-ce qu'on va aller chercher ces 15 à 25% d'économie d'énergie avec une régulation terminale? Tout simplement, quelques fonctionnalités. On va créer de l'intermittence, on va chauffer les pièces uniquement quand elles sont occupées, par exemple. On va tenir compte chez nous, en tout cas, des ouvertures de fenêtres. Donc, on a une fonction de détection d'ouverture de fenêtres, hein, de la précision de notre système.
Donc là aussi, c'est une source d'économie d'énergie. Si, et ce que l'on sait faire chez nous, si on est capable d'intégrer aussi de l'intelligence, et pourquoi pas aller plus loin et partager des blocs d'intelligence entre la régulation terminale et la partie automate. Partager, c'est quoi cette intelligence? C'est quoi? C'est la régulation terminale va connaître quels sont les besoins du bâtiment. Cette analyse peut être transmise à l'automate, et en transmettant cette analyse à l'automate, l'idée est de venir améliorer la production en calculant à nouveau des températures de départ qui soient plus optimales. Donc, si on est capable de créer le pont entre la régulation terminale et les automates en chaufferie, là, on peut aller encore bien plus loin en termes d'économie d'énergie. Donc, les 15 à 25% ne doivent pas être un problème. Je vais finir sur ce dernier point. J'ai parlé d'intelligence et je vais revenir à mon point initial. J'ai expliqué que la première source d'économie, c'est la précision. Donc la précision de régulation est quelque chose qui est extrêmement important. Aujourd'hui, chez nous, on intègre une vraie IA, une vraie intelligence artificielle. L'idée n'est pas juste d'avoir une tête connectée sur un radiateur en acier qui va s'ouvrir et se fermer. On est dans des pièces qui peuvent avoir des volumes assez importants, comme ici dans cet amphithéâtre. Autant le radiateur peut ne pas avoir d'inertie, peut être assez réactif, mais le volume dans lequel on est, lui, va avoir une certaine inertie. Donc le tout est d'avoir un système suffisamment intelligent pour être capable d'apprendre comment ce volume réagit avec son émetteur. Si on est capable d'apprendre finement comment chaque zone, comment chaque volume réagit, ça veut dire qu'on va être capable d'anticiper. C'est lié à de la donnée. Chez nous, on mesure, vous avez par pièce, on va récolter jusqu'à 1500 données par jour, par pièce. C'est énorme. C'est la base de tout IA, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une masse d'informations. OK? Ça, c'est ce qui va nous permettre, à la fin, l'idée, c'est de ne pas subir la température, mais au contraire, d'anticiper et de la maîtriser. OK? Donc, on ne veut plus être dans la demi-mesure. 40% d'économie d'énergie, on l'a dit, c'est demain, donc il faut prendre les bonnes décisions. Voilà, sur ce, je vais laisser la place à Sobren. J'ai essayé d'être synthétique et rapide pour gagner un peu de temps. En effet, la partie Sobren, donc Jonathan, je te laisse la main. Si tu veux prendre on a déjà des questions sur les différentes classes. Et moi, je vais rester au pupitre pour faire défiler. N'hésite pas à me dire. Bah, c'est exactement ce que j'allais te demander. Donc, ouais, parfait. Bah, Ok. vas-y, tu peux, on va enchaîner rapidement sur les premières. Pardon. Donc, ça, c'était. Attends, là, je reviens. Ah, pas oui, pardon. Vas-y. Ouais. Moi, rapidement pour présenter Sobren. Donc, Sobren, c'est une entreprise qui a pour vocation d'accompagner justement les consommateurs d'énergie dans l'identification de gisements d'économie d'énergie et leur financement. Globalement, aujourd'hui, de manière générale, le post-consommation d'énergie est devenu un enjeu pour les entreprises. Donc, nous, l'idée, c'est de trouver des solutions techniques qui soient viables, performantes, donc le plus performant possible, mais en même temps économiquement soutenables pour l'entreprise. C'est pour ça qu'on va parler beaucoup de financement, et là, dans le cadre de la GTB, des certificats d'économie d'énergie, parce que du coup, on peut identifier beaucoup d'actions permettant de faire des économies d'énergie, mais il faut que les entreprises aient la capacité d'investir, et derrière, qu'elles y trouvent leur compte. Donc voilà, l'objectif de Sobren est assez simple, juste en quelques chiffres. Voilà, on propose du financement via notamment le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, quelques ordres de grandeur. Donc, en 2023, c'est à peu près 3 millions de primes versées, 6 TWh d'économie d'énergie engagée et plus de 100 projets d'efficacité énergétique accompagnés. Sur notre accompagnement, on va distinguer trois facettes. La première partie, ça va être la sobriété énergétique. Donc là, c'est un peu ce qu'on aborde au travers des systèmes de régulation. C'est-à-dire qu'en fait, consommer l'énergie dont on a besoin et pas plus. Et donc, c'est pour ça que voilà, on parlait de régulation et notamment là, de classe de GTB, on va le voir tout à l'heure, mais l'idée, c'est de consommer uniquement ce dont j'ai besoin et de pas de venir chauffer une pièce qui est inoccupée ou éclairer une zone, pareil, inoccupée. Le deuxième axe, ça va être un axe un peu plus
costaud dans le sens, là, on aborde tout ce qui est décarbonation, mais qui nécessite des investissements dans des systèmes de production thermique ou dans des systèmes notamment de récupération de chaleur, etc. Donc là, voilà, c'est plus un sujet destiné à l'industrie. Et enfin, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut trouver des solutions techniquement performantes, mais l'idée, c'est que ce soit économiquement viable pour les entreprises. Et donc, on apporte, nous, tout notre savoir-faire et expertise en matière de financement privé ou public, donc privé via les certificats d'économie d'énergie et public sur toutes les aides, comme tout à l'heure, on a pu l'évoquer, je crois que c'était la T2E qui évoquait les aides en matière de efficacité énergétique. Et donc ça, c'est notre offre. Dans le cadre justement des sujets de régulation et de sobriété, Sobren est membre de l'Alliance BAX, qui a justement pour but de faciliter la mise en œuvre et le respect justement du décret BAX. Donc, comme l'a dit Geoffrey tout à l'heure, donc il y a une réglementation qui s'impose à un grand nombre d'entreprises. Et donc l'idée, c'est d'aider justement ces entreprises à atteindre ces objectifs, mais aussi à aider à ce que la mise en œuvre soit bien conforme aux exigences du décret BAX. Et donc là, c'est là où on peut passer sur le slide suivant et sur les classes de GTB. Donc vous avez tout à l'heure, les bâtiments dont la puissance CVC est supérieure à 70 kW ont cette obligation-là. L'obligation réglementaire, c'est de mettre en place une GTB de classe C, mais il y a différentes classes. Donc la norme qui définit ces classes, c'est la norme NFEN ISO 50220. Donc là, c'est le document de référence sur lequel tout le monde doit s'appuyer, à la fois le consommateur, mais surtout l'intégrateur, la maîtrise d'œuvre, etc., sur justement comment je fais pour justement rendre conforme mon installation. A, c'est la plus performante, c'est D, la moins performante. L'idée, voilà, nous, c'est de pousser vers, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les solutions les plus performantes. Cependant, pour respecter ces différents niveaux de classe, il y a des exigences à respecter. Et parfois, en fonction des différents cadres, typologies de bâtiments, il n'est pas forcément opportun d'aller toujours aller chercher de la A. C'est vrai qu'il y aura plus de performance. Par contre, le surcoût lié au respect de la A peut parfois ne pas être opportun. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre technico-économique le plus performant pour l'entreprise. On verra tout à l'heure, mais l'exigence réglementaire, c'est le C. Pour passer du B, voire du A, il y a des financements et donc on parlera tout à l'heure des primes liées au C2E, donc certificat d'économie d'énergie. Et là, on va rentrer un peu plus précisément sur justement comment je fais pour m'assurer que mon installation est bien de classe A, B ou C. Donc, dans le cadre de nos travaux avec l'Alliance BAX, il y a un outil qui a été développé qui s'appelle OPC Tool et qui permet justement aux maîtrises d'œuvre ou intégrateurs de venir vérifier justement comment je fais pour m'assurer que mon installation est bien d'une classe A, B ou C. Donc là, on peut passer sur le slide suivant, Geoffrey. Alors globalement, juste là en termes d'introduction, je vais juste rappeler des grands principes et après on va rentrer dans la norme. Mais l'approche, c'est, comme je l'ai dit, c'est d'adapter la production aux besoins. C'est en fonction des différentes classes, vous allez le voir, plus vous allez vers une classe performante, plus votre production de chauffage, ou peu importe l'usage, va être vraiment corrélée aux besoins réels, pièce par pièce, de votre bâtiment. Et donc l'idée, voilà, ça va être de gérer les périodes de présence d'absence, d'anticiper et d'équilibrer l'ensemble des réseaux. Les principaux points d'attention sur la norme, c'est quoi? On doit avoir un équilibrage dynamique des réseaux, des commandes des pompes à variation de vitesse, idem pour les ventilateurs, et sur l'éclairage aussi, on doit avoir justement de la détection de présence, sur l'éclairage. Le point le plus important, c'est qu'on ne parle pas de matériel de classe A, B ou C, mais bien d'installation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et nous, on peut le voir aujourd'hui sur les projets qu'on accompagne, et notamment liés au dispositif des certificats d'économie d'énergie, on parle de GTB de classe A, B ou C. Mais aujourd'hui, une GTB, elle est en capacité de classe A, B ou C. Mais tout dépend de comment vous allez configurer votre installation. Ce n'est pas uniquement dépendant de la GTB, de la supervision en elle-même. Quand je parlais de point d'attention, si les pompes de distribution ne sont pas équipées de variation de vitesse, vous ne pouvez pas être d'une certaine classe, etc. Donc voilà, sur tous les éléments, sur tous les différents usages, il y a des fonctions qui sont attendues. La GTB peut y répondre, mais derrière, c'est bien l'installation dans son ensemble qui doit vous permettre de déterminer la classe justement de la GTB. Et pour être un peu plus précis, on va rentrer de manière très concrète dans la norme.
Donc, bon, là, je vous ai mis le tableau de la norme, mais après, vous aurez plutôt des screens de l'outil EPC Tool. Mais je pense que c'est toujours bien de partir justement du document réglementaire. Donc là, pour chaque usage, donc là, l'usage, c'est la régulation du chauffage. Vous avez des niveaux techniques. Donc le 1.1, c'est la régulation de l'émission. Et ensuite, vous avez les différentes fonctions attendues, possibles, sur la régulation de l'émission. Donc vous voyez, vous avez le niveau 0, c'est aucune régulation automatique. Le niveau 1, régulation centrale automatique. Le 2, régulation individuelle par pièce, etc. Et vous voyez ensuite, vous avez une espèce d'abac où ici, on voit bien que sur le niveau technique 1.1, pour être de classe A ou B, ce qui est attendu, c'est d'être de niveau 4. Ou de niveau 3, là il y a un petit astérix, c'est pour un certain type d'émetteur de chaleur. Donc ouais, c'est ça le principe, c'est que pour chaque niveau technique, il y a des fonctions qui sont attendues, et donc après, il faut aller vérifier que l'installation réponde bien à ces niveaux de fonction. Donc là, on peut passer. Donc l'idée, c'est sur chaque usage, on va passer on va de la génération sur la distribution émission. Vous voyez, l'idée, c'est d'intervenir sur ces 3 axes qui vont vous permettre d'économiser justement des énergies. Et sur chacun des axes, on va retrouver justement des actions à mettre en place. Donc là, c'est un petit extrait justement de PC Tool qui permet justement, qui reliste les différentes fonctionnalités et qui vous permet justement d'aller voir justement quel type de fonction je dois mettre en place pour me permettre d'être de classe A, B ou C. Ensuite, une fois que vous avez ces fonctions, il faut définir quel type de matériel ou d'équipement je dois mettre en place pour répondre à cette norme. Et donc, voilà, là, c'est assez. Donc là, ça reprend. Vous voyez, tout à l'heure, j'en étais sur le 1.1 sur l'émission. Et sur la partie chauffage, vous avez 10 niveaux techniques. Alors, qui ne sont pas tous applicables. Il y a des niveaux techniques qui sont dédiés à certains types d'équipements. Donc, vous pouvez mettre non applicables. Si vous n'êtes pas concerné par un niveau technique, vous n'avez pas l'obligation d'y répondre. Mais en tout cas, là, on liste l'ensemble justement des niveaux techniques et des fonctions associées. Hop. On va avancer. Je regarde l'heure en même temps pour pas trop déborder, même si bon. Oui, il te reste 5 minutes, s'il te plaît, Jonathan. Ok, ouais, je vais un peu accélérer. Voilà, je vais juste expliquer un peu là sur le principe. Je pense que tout le monde comprend le principe. Donc, voyez, donc tout à l'heure, je vous parlais de niveau technique, régulation de l'émission et ensuite des fonctions attendues. Et donc, vous voyez, sur l'outil, vous avez ensuite, justement, qu'est-ce qu'on entend par régulation centrale automatique, régulation individuelle pièce par pièce, régulation modulante individuelle pièce par pièce avec communication. Vous voyez, tout ça, c'est juste pour préciser quelles sont justement les attentes de ces différentes fonctions. Et donc, on voit bien que plus on avance vers la A, plus il y a de la communication entre le générateur et l'émission. Et l'idée, c'est de renvoyer, que chacun se renvoie des signaux pour justement adapter la production en fonction du besoin de la pièce. Et donc là, on peut passer les différents slides. J'avais pris différentes fonctions. Voilà, j'avais pris l'exemple de la régulation des pompes de distribution de réseau. Donc, en fonction si on a un fonctionnement tout ou rien à multivitesse, enfin à différents niveaux de vitesse ou à vitesse variable. Et ben voilà, en fonction de ces différents niveaux, on est de classe A, B ou C. Un point important, c'est que si, vous voyez tout à l'heure, on parlait de l'usage chauffage et ses différents niveaux techniques, si vous avez un niveau de technique qui est en classe B, l'ensemble de votre GTB est de classe B. Donc c'est bien, la classe de votre GTB reprend la classe minimum d'un des niveaux techniques contrôlés par votre GTB. On peut passer, vas-y, tu peux passer. Donc là, c'était l'exemple de l'équilibrage. Mais justement, s'il reste 5 minutes, on va faire un petit focus vite fait sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, vous avez votre exigence réglementaire qui est de mettre en place une classe C. L'idée, c'est que le gouvernement, l'État, souvent, veut inciter à aller plus loin que la réglementation. Et donc, du coup, pour aller plus loin de la réglementation, l'idée, c'est d'inciter. Donc, vous avez l'obligation, qui est un peu le coup de bâton, et les financements, qui est un peu la carotte. L'idée, c'est de se dire comment je vous incite à aller vers des classes plus performantes. Donc, il y a le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui met en place un financement privé. Donc, c'est via des fournisseurs d'énergie qui ont une obligation de quota annuel à remplir.
Et donc, il y a cette opération BAT-TH116 qui vous permet justement d'obtenir des financements si vous mettez en place ou si vous améliorez une GTB vers un système de classe A ou B. Donc voilà, votre système de GTB doit reprendre voilà, différentes fonctionnalités qu'on vous liste là à l'écran, à savoir collecter des données sur la conso énergétique de l'ensemble des usages qui sont gérés, enregistrer les données, les conserver pendant 5 ans, analyser les données par rapport justement pour identifier justement les postes de surconsommation, ajuster en temps réel la consommation, être interopérable et, voilà, et situer l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence. Et là, ça fait bien écho à ce qu'a présenté Geoffrey sur le décret tertiaire. Et donc, la GTB doit superviser à minimum l'usage chauffage. Et donc, tout ça pour dire que jusqu'au 30 juin 2024, il y a ce qu'on appelle un coup de boost. Donc, ce sont des financements exceptionnels, hein, une espèce, si on peut le comparer à ça, comme des soldes, hein, si vous voulez. Mais en gros, si vous engagez vos travaux avant le 30 juin 2024, vous pouvez bénéficier de financements supplémentaires. C'est-à-dire que voilà, les financements, vous avez le calendrier réglementaire qui vous oblige à avoir une GTB classée au 1er janvier 2025. Voilà, l'idée, c'est de vous inciter à aller au-delà de la réglementation, donc avant le couperet, et donc vous avez des financements exceptionnels pour la mise en place d'une GTB de classe A ou B. Donc, il y a ces financements disponibles. Comme tout secteur ou comme tout domaine d'activité où il y a du financement disponible, on peut voir apparaître des personnes mal intentionnées pour justement récupérer ces financements. Ce qui est bien, c'est que le dispositif DC2E, c'est un dispositif qui évolue énormément et donc qui sait s'adapter justement lorsque des premières dérives sont identifiées. Et donc, dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, pour bénéficier de ces financements, les travaux doivent être contrôlés après réalisation pour s'assurer justement, de sa bonne réalisation et que les critères techniques présents dans le dossier de financement sont bien cohérents, entre sur site et ce qui a été déclaré dans le dossier. Ça permet, de limiter justement les fausses déclarations et aussi de faire progresser la filière justement dans tout ce qui est définition des classes DGTB. Voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a différents critères. Enfin, les critères sont assez techniques quand même pour s'assurer de ça. Et donc, il y a le bureau de contrôle sera en charge de déterminer justement la bonne réalisation. Donc voilà, il y a 11 points qui sont vérifiés sur site au moment des contrôles. Il y a une vérification des critères déclarés versus ce qui est comparé sur site, une vérification du secteur d'activité, des surfaces pilotées par HTB, une vérification là que le nombre de capteurs installés est bien cohérent avec justement les surfaces pilotées et la classe de la GTB, et notamment une vérification aussi de la classe de la GTB. Donc ces contrôles sont réalisés par des bureaux de contrôle accrédités COFRAC. Donc ça va être des bureaux Veritas, des DECRA, des Alpes Control, des APAV, voilà, et j'en oublie sûrement. Donc là, je m'excuse pour ceux que je ne cite pas, mais voilà, tous les bureaux de contrôle sont globalement habilités à réaliser ce type d'inspection. Merci Jonathan, merci beaucoup pour cette présentation. Donc voilà, on arrive au terme. Alors désolé, on a un peu mordu sur le temps parce qu'on a eu un problème technique. J'espère en tout cas qu'on a répondu à beaucoup de vos questions, notamment sur les classes, notamment sur la facilité de mettre en œuvre ce type d'installation. Alors en effet, on va répondre à vos questions. Pour ceux qui sont en distanciel, je vous invite à poser vos questions dans le chat qui est dédié à ça. Malheureusement, on n'a que quelques minutes pour répondre à vos questions parce qu'il va y avoir un examen, je pense, dans quelques minutes dans cet amphithéâtre. Donc, on va en profiter pour répondre aux questions des étudiants qui sont déjà en place. Et en tout cas, on répondra à toutes vos questions qui sont inscrites dans le chat. On vous répondra par mail. Donc, cette présentation, en tout cas, vous sera envoyée à l'issue en format PDF et vous sera envoyée à chacun par email. Donc, est-ce que vous avez des questions, en tout cas dans la salle, par rapport à ce qu'on vous a présenté, décret tertiaire, décret BACS? Est-ce que c'était quelque chose de nouveau pour vous? Est-ce que vous en avez entendu parler? Et est-ce que vous en savez plus que tout à l'heure, en tout cas, sur ce domaine-là? Oui, je vous écoute.
Alors, donc, je réitère la question. Donc, c'était le niveau de risque de la non-déclaration sur Opérat de son bâtiment. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le niveau d'amende, 1 500 €, 7 500 €, des fois, ça peut paraître dérisoire pour une entreprise. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est cette fameuse liste Name and Shame qui sera éditée et diffusée. Aujourd'hui, on a des grandes entreprises, justement, qui mettent beaucoup de financement sur le RSE pour être éco-responsable dans tous les domaines. Si justement une entreprise communique sur sa responsabilité écologique et qui derrière fait pas le taf en inscrivant son bâtiment, ça peut faire tâche. Et je pense que c'est plus cette liste name and shame qui pose problème que l'amende qui va être mise. Oui. Oui. Est-ce qu'ils sont réellement reconnaissants par rapport aux travaux qui sont appliqués au niveau de la GTB Bah, bâtiments? Et ouais. est-ce que on a constaté depuis la démocratie une réelle augmentation du marché de la GTB? Alors, je vais vous répondre. Alors, une question en deux parties qui est très intéressante. La première partie, Jonathan, je te demanderai si éventuellement tu peux répondre. C'est sur un exemple de taux de C2E pour une installation. Donc ça, je vais te laisser répondre sur cette partie-là. Et la deuxième partie, je m'en souvenais plus, excusez-moi. Marché, la croissance. Oui, marché, la croissance. Oui. Alors là, je peux vous répondre parce que moi, je suis industriel sur ces systèmes-là. Oui, en effet, bien sûr, on a une forte demande d'installation. Dans les bâtiments neufs, ils sont obligés déjà de le mettre. Et aujourd'hui, la bonification des C2E fait que les propriétaires de bâtiments existants, même si ils savent très bien qu'ils ont une échéance jusque 2025, s'intéressent beaucoup à ça. Et il y a un marché qui est énorme. Alors notamment, j'ai suivi un webinaire de l'AT2E Île-de-France. Ils ont fait une étude comme quoi il est estimé à 6% le nombre de bâtiments de plus de 1000 m² équipés d'un système de GTB. Donc je vous laisse imaginer le marché qui reste derrière. Jonathan, est-ce que tu peux répondre donc à la partie, un exemple, par exemple, de prise en charge de ces C2E, un exemple que tu as en tête, par exemple, un collège? Bien sûr. Alors, je vais apporter déjà un premier élément de réponse, c'est que le taux de financement dépend de plusieurs paramètres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un taux de financement, il n'y a pas un pourcentage qui s'appliquerait à tout. Parce qu'en fait, le tertiaire, donc c'est quand même assez hétérogène en matière de secteur, de type de bâtiment. Donc à la fois, si vous adressez un collège, un bâtiment de bureau, un bâtiment de santé. Donc voilà, le taux de couverture va être différent. Le taux de couverture, il est variable en fonction du coût de l'installation versus le financement. Le financement, lui, est proportionnel à une surface pilotée. Donc vous voyez, plus vous pilotez de surface, plus vous avez de financement. Donc on observe voilà, des taux de financement qui sont assez hétérogènes. On peut aller de 10-15% sur les petits bâtiments à des taux de financement un peu plus importants de 30-50% sur les bâtiments de plus grande surface. Et c'est en fonction aussi du secteur d'activité du bâtiment. Donc voilà, c'est assez difficile de donner un taux. C'est des taux qui restent, enfin qui sont en tout cas avec la bonification, qui sont ultra attractifs. Et d'autant plus difficile demain, sans ces financements, de pouvoir investir dans des GTB de classe A ou B sans ces coups de boost. Voilà, on va malheureusement devoir mettre fin à ce webinaire parce qu'on va se faire mettre dehors. En tout cas, je souhaitais remercier en tout cas Mme Bordet et Émilie Lassalle de nous avoir reçus aujourd'hui. Encore une fois, j'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous, hein, les intervenants, que ce soit Frédéric, que ce soit Jonathan ou moi-même. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez eu nos coordonnées. On va vous envoyer le document en PDF. Et remercier encore l'AT2E et la ICVF d'avoir organisé cet événement. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.